Avant, tout était plus clair. Les prédateurs mangeaient les herbivores mangeaient les plantes. C'était simple, mais à un moment donné, la nature s'est plantée. Voici ce qui se passe quand la chaîne alimentaire est brisée. C'est pas le chaos, c'est la guerre. C'est parti! Ok, on va commencer par vous montrer ça déjà. Cette plante a mangé un oiseau. Ending up as breakfast, lunch and dinner for this carnivorous plant. Au début, je pensais que c'était juste un accident. Voyez, peut-être que l'oiseau s'est endormi et est tombé dans la fleur. C'était peut-être pas son jour, je sais pas. Mais ensuite, j'ai vu ça. Ok, les lézards aussi. C'est quoi la suite? Une vache? On est d'accord, une vache c'est trop. Mais les oiseaux et les lézards font vraiment partie du régime alimentaire de certaines plantes carnivores. Et c'est pas juste des petits insectes comme des mouches, des punaises et des fourmis. L'oiseau est vraiment énorme pour cette fleur. En plus, il est fait de viande, d'os et de plumes. Comment une plante va pouvoir digérer tout ça? Oui, l'évolution a vraiment travaillé dur. Il y a environ 70 à 80 millions d'années, quand les dinosaures étaient encore sur la Terre, certaines plantes ont commencé à manquer de nutriments. Peut-être que le soleil ne brillait pas bien, peut-être que l'humidité a baissé. Mais il n'en reste pas moins que pour survivre dans ces nouvelles conditions, elles ont dû changer elles aussi. Apparemment, elles ont observé un tyrannosaure et elles se sont dit « c'est ça le truc en fait !» Grâce à des modifications complexes de leur ADN et de leur génome, les plantes ont commencé à consommer des organismes vivants. On peut dire qu'elles ont consciemment choisi une vie de prédateur et appris à chasser. Par exemple, le genre Nepenthes sécrète un nectar sucré qui attire ses victimes. Elle glisse et tombe dans un piège à fosse contenant du liquide digestif au fond. Il est impossible d'en sortir. Les rossolis, au contraire, attrapent leur proie lorsqu'elles se posent sur leurs feuilles et se retrouvent collées par une substance qui colle grâce à des enzymes spéciales. La feuille avec la proie se ferme alors et ne se rouvre que lorsque la digestion est terminée. Certaines plantes sont tout simplement énormes. Un piège de Nepenthes raja peut contenir 3,5 litres d'eau et plus de 2,5 litres de liquide digestif. Et la taille d'un piège des utriculaires varie généralement entre 0,2 mm et 1,2 cm. Mais si tout semble assez clair pour la chasse aux insectes, comment est-ce qu'elle piège des lézards et des oiseaux? En général, c'est pas le nectar qu'ils veulent manger, mais des proies plus petites qui flottent déjà dans le piège. Mauvaise idée. Pour une plante carnivore, une grosse proie est un vrai régal. Les lézards contiennent beaucoup plus de nutriments que les mouches, mais c'est pas si simple. S'il y a trop de nourriture, la plante ne pourra tout simplement pas la digérer, ou au moins la recracher. Un processus de pourrissement commence et se termine très souvent par la mort. Attendez, j'ai bien compris, ces plantes voulaient autrefois devenir carnivores, alors elles ont commencé à tuer des animaux, à piquer leur proie à d'autres prédateurs. C'est aussi simple que ça. Imaginez que quelqu'un débarque chez vous et dise « Bon les gens, maintenant j'habite ici, où est le frigo ?» Pour être honnête, ça ressemble au comportement d'environ la moitié de mes amis. Enfin, c'est pas naturel d'être hospitalier envers ceux qui mangent votre nourriture. La nature est dure. Si vous ne parvenez pas à vous procurer quelque chose à manger aujourd'hui, vous mourrez de faim demain et deviendrez vous-même le dîner de quelqu'un d'autre. Du coup, alors que certains animaux, oiseaux et insectes se sont simplement résignés au fait qu'il existe un nouveau prédateur sur Terre, d'autres ont décidé de se battre pour leur proie. Les araignées loups tissent leur toile au même niveau que les rossolis et elles s'attaquent aux mêmes insectes. Du coup, quand elles sont proches d'un concurrent, les araignées construisent des toiles plus grandes, loin des plantes, sans doute pour pouvoir attraper plus de nourriture que les feuilles du rossoli. Et c'est pas une question de cupidité, enfin pas seulement. Moins un ennemi obtient de nourriture, plus il a de chances de mourir. Maintenant, imaginez une seconde que les plantes ne s'arrêtent pas là. Leur régime alimentaire est déjà très varié. Insectes, lézards, oiseaux. Alors pourquoi pas les humains aussi? Bon ok, c'est juste un délire qui ferait plaisir aux écrivains. Enfin un peu à moi aussi, en tout cas pour le moment. Mais qui sait, et si l'évolution des plantes se produisait en ce moment même, littéralement sous nos yeux? On n'y verrait que du feu, parce qu'on les imagine brillantes, tropicales, bizarres. Alors qu'en ce moment même, les murs semblent avoir commencé à chasser le mouton. C'est peut-être juste un accident. Les moutons veulent juste grignoter quelques feuilles, mais ils finissent parfois par rester accrochés aux épines avec leur épaisse fourrure.
Et comme certaines mouches, ils peuvent rester coincés pour de bon. Yes, you silly yo, you're stuck. You're bramble stuck. Ils ne peuvent alors pas se sortir seuls du piège tendu par les murs. Et si vous avez caressé un mouton au moins une fois, vous comprenez pourquoi. Il ne reste plus aux pauvres créatures qu'à bêler misérablement dans l'espoir d'être secourus. Ou alors, se rendre à l'évidence et accepter de mourir lentement de faim, de déshydratation ou dévorés par des prédateurs. Mais quel est l'intérêt pour l'arbuste ? Une théorie veut que les restes des moutons constituent un engrais excellent. Mais la mûre n'en sait rien. À mon avis, elle se contente de pousser sans savoir qu'elle va saper la chaîne alimentaire par sa simple existence. Enfin, même si c'est tiré par les cheveux, on peut comprendre pourquoi la mûre fait ça. Mais le chardon, sérieux, t'as vraiment besoin d'un oiseau ? Il est collé. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Appâter de plus gros oiseaux pour les attraper ? Ou des animaux ? T'es un chardon. Ce type de chasse est à la fois très effrayant et très étrange. Mais regardez. Si je vous avais montré cette vidéo au début, vous vous seriez dit que l'éléphant était juste en train de paniquer ou de faire des bêtises. Mais en fait, qui sait ? Peut-être qu'il en sait beaucoup plus sur les plantes que nous, et on a l'impression qu'il manigance quelque chose. En fait, les éléphants sont des animaux incroyablement puissants. Ils peuvent écraser des arbres et soulever des troncs rien qu'avec leur trompe, sans parler des autres parties de leur corps qui peuvent également être utilisées. Affronter un éléphant quand on n'est qu'une plante semble complètement irréaliste. En plus, les éléphants se nourrissent de fruits, de branches et de feuillages. Et quand ils ne peuvent pas les atteindre, ils cassent l'arbre. D'un côté, c'est assez cruel, mais bon, ils sont censés faire quoi ? Aller chercher un escabeau ? Que faire ? La vie sauvage est cruelle. Et quand on est une plante entourée d'herbivores, on n'a que peu de choix. Sauf si un jour, la plante pirate tout le système et recrute des insectes. Comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Les acacias africains ont compris qu'ils pouvaient nourrir les fourmis de nectar et leur fournir un abri près de leurs épines, et les fourmis, à leur tour, protégeront les arbres des éléphants. Des fourmis contre des éléphants ? Sérieux ? Mais la taille des éléphants peuvent leur jouer un mauvais tour. Quand on est gros et lent, on n'a aucune chance contre 90 000 petites créatures qui mordent. Même leur robuste cuir ne les sauve pas. Les fourmis mordent là où il est le plus fin, rentrent dans la trompe, dans les yeux, dans toutes les zones sensibles. Pas étonnant que les éléphants évitent les acacias. Vous feriez la même chose si vous étiez à leur place. Moi, franchement, j'ai toujours pensé que les plantes étaient quelque chose de très simple, loin de la ruse et de l'intelligence et de l'apprivoisement des fourmis. Mais quand on pense à tout ce que je viens de dire, elles sont assez malines, non ? Elles ont appris à se défendre contre les éléphants, à chasser les animaux de petite et moyenne taille. Et d'après une étude de 2018, les plantes peuvent aussi sentir quand elles sont mangées. Pas dans le sens où elles ressentent la douleur, bien sûr. Il leur faudrait pour ça des récepteurs de la douleur. Mais les plantes, à leur manière, comprennent quand quelqu'un, par exemple, commence à ronger le bord de leurs feuilles. En observant comment l'information se propage exactement le long de la tige et des feuilles, on commence à penser à un système nerveux. Et peut-être qu'il y a aussi un cerveau, qui sait. En réalité, il est biologiquement impossible de rencontrer une plante qui soit un tant soit peu intelligente. Enfin, à moins que vous n'essayiez de vous rendre à l'école dans une Ford Anglia volante, auquel cas les chances augmentent considérablement. En fait, l'idée qu'il existe un arbre quelque part qui soit vraiment fâché avec les humains existe depuis longtemps. Le plus ancien récit connu d'un arbre mangeur d'hommes est une fiction littéraire écrite par Edmund Spenser en 1874. Les descriptions étaient bien sûr spéciales. Bon, c'était le 19e siècle après tout. Il y avait d'autres versions, mais ça revenait en gros à la même chose. Il existe un arbre quelque part dont le contact peut être fatal. Ah, qui a bien pu imaginer ce genre de truc, hein ? Attendez, quoi ? Ne pas toucher. Cet arbre est très toxique. Quoi ? Si vous vous dites que les gens écrivent parfois n'importe quoi, je suis complètement d'accord. Mais regardez l'état des voitures qui ont été exposées à la sève du mancenillier. J'imagine même pas les dégâts sur des animaux. Oui, le mancenillier est considéré comme l'une des plantes les plus toxiques de la planète. Toutes les parties de l'arbre contiennent de fortes toxines. J'ai bien dit toutes les parties. Son écorce, ses feuilles, ses branches, ses racines, ses fruits. Même se réfugier sous un mancenillier par mauvais temps est une très mauvaise idée. Une goutte de pluie mélangée à la toxine suffit à rendre n'importe quel être vivant
très malade. Et peu importe la victime, le résultat sera le même. About 3 weeks ago, a visiting family in the Pigeon Point area ate the food from the manchineel tree and was hospitalized. The manchineel tree is poisonous. Heureusement que le mancenillier ne peut pas bouger et attraper ce qui passe. En un sens, on pourrait dire que cette plante a particulièrement bien réussi sa guerre contre les animaux, au point qu'elle en fait même un peu trop. Mais il existe une espèce qui se fiche complètement du poison. L'iguane Stenosauria similis aime non seulement s'installer dans les racines du mancenillier, mais il en mange aussi les fruits. C'est fascinant cette évolution parallèle des deux camps. Les animaux, 1. Les plantes, 0. Mais si on regarde la situation dans son ensemble, jusqu'où est allée cette invasion du monde animal par les plantes ? Est-ce qu'elles ont réussi à se tailler une niche, une nouvelle place dans la chaîne alimentaire ? Bon, moi je vais vous dire un truc. D'après des données de 2020, environ un quart de toutes les espèces végétales prédatrices sont menacées d'extinction. On dirait qu'une guerre de plusieurs dizaines de millions d'années pourrait bien se terminer par une victoire des animaux. Je voulais donner à chaque orc une plante à la place de la tête. Mais vous voyez combien il y en a ? J'aurais jamais fini, alors on va plutôt l'imaginer, d'accord ? Peut-être que le truc, c'est que les envahisseurs sont censés perdre. Et de nos jours, de nombreuses plantes prédatrices sont devenues des animaux de compagnie. Les gens les mettent sur le rebord de leurs fenêtres pour les montrer à leurs invités. C'est ça que vous vouliez ? Vous vous êtes battus pour ça ? Ou alors elles font semblant de perdre, mais c'est une feinte. C'est ça la nature, tout est possible. Aujourd'hui, c'est les animaux qui gagnent, demain les plantes. Et après-demain, l'homme aura perfectionné le grand collisionneur de hadrons et tout le monde va mourir. Fin. Mais en fait, les plantes carnivores devraient peut-être remettre leurs paramètres par défaut et redevenir normales avant qu'il ne soit trop tard. Impeccable ! A plus.